Alors, à l'introduction, la pénibilité, qu'est-ce que c'est? À la base, donc, c'est un élément lié au système de retraite. Le compte personnel de prévention de la pénibilité, ce n'est pas de la sécurité au travail, même si on peut l'intégrer. C'est à la base pour garantir la justice du système de retraite. C'est permettre à des salariés qui sont exposés à des facteurs de risque professionnels, eh bien, de se former, d'accéder à des postes moins exposés, de travailler en temps partiel sans perte de salaire, ou encore d'anticiper leur départ à la retraite. Alors qui est concerné? D'une façon générale, tous les salariés du privé, ainsi que les personnels du secteur public, c'est-à-dire qui sont, on va dire, employés dans des conditions de droit privé, c'est ce qu'on peut appeler des contractuels. Ça va être les apprentis et les intérimaires, du moment qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail, et d'une façon générale, tout contrat de droit privé dont la durée est supérieure ou égale à un mois. Quelle que soit sa nature, ça veut dire que ce soit un CDI ou un CDD, ça n'a pas d'importance. C'est la notion de durée de contrat de travail supérieure à un mois qui est important. Ça veut dire bien évidemment que sont exclus de cette notion de pénibilité les professions non salariées, donc qui dépendent souvent du régime du RSI, et bien évidemment les fonctionnaires, ceux qui sont en statut fonctionnaire, et les régimes spéciaux, SNCF, EDF, RATP, etc. Pourquoi? Parce que ces professions, souvent, ont déjà intégré cette notion. Alors, les facteurs de risque, je vais les passer rapidement. Depuis le 1er juillet 2015, on a eu le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, le travail répétitif et les activités exercées en milieu hyperbare. Et depuis le 1er juillet 2016, les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, les températures extrêmes et, ce qui nous concerne plus aujourd'hui, le bruit. Le système, c'est un système de points. Alors, c'est relativement simple. Chaque trimestre d'exposition à un élément de pénibilité, à un risque donc, donne droit à un point en cas d'exposition à un seul facteur de risque et 2 points par trimestre si au moins 2 risques sont avérés. Par exemple, quelqu'un qui est soumis au bruit et en même temps qui travaille de nuit, cumulera 2 points par trimestre. Si vous avez 3 risques, 4 risques ou 5 risques pour un salarié, pour un travailleur, ça ne génère pas plus de points. Une année d'exposition, donc, on aura 2 cas de figure. Pour une personne qui va être soumise à un seul facteur de risque, c'est 4 points par an. Et une personne qui va être soumise à 2 ou plus facteurs de risque, 8 points. Au total, chaque salarié peut cumuler un maximum de 100 points. Et avec ces points, le salarié va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses. Alors, en priorité, suivre une formation professionnelle qualifiante, donc qui va lui permettre d'exercer une profession beaucoup moins pénible que celle qu'elle exerçait en instant T. Alors, pour exemple, 20 points, c'est 500 heures de formation, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Ensuite, on va avoir un autre choix, ça la personne va pouvoir avoir un autre choix, réduire le temps de travail sans diminution de salaire. 10 points, par exemple, c'est un trimestre à mi-temps sans réduction de salaire. Dans un maximum de 8 trimestres, soit 2 années, ça veut dire qu'au maximum, un travailleur pourra bénéficier de 2 années de travail, par exemple à mi-temps, sans perte de salaire. Et pour finir, ça peut être anticiper son départ à la retraite. 10 points, c'est un trimestre de majoration d'assurance. Donc, avec un maxi du 8e trimestre, c'est 2 années d'anticipation. Donc, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'un salarié, au lieu de partir à 65 ans, par exemple, partirait à 63 ans. Aux mêmes conditions que s'il partait à 65, bien évidemment. Pour résumer, la pénibilité, en fait, concerne tous les contrats dits privés dont la durée est supérieure ou égale à un mois. Chaque salarié peut cumuler un maximum de 100 points. Élément important, les 20 premiers points sont réservés à la formation. Donc, si vous avez 80 points, les 20 premiers, par exemple, vous êtes obligé de les mettre en œuvre pour de la formation. Alors, il y a une petite exception, ce sont les salariés qui sont relativement proches de la retraite.
c'est évident, ils ne pourront pas cumuler un nombre de points suffisant. Et donc pour eux, on laisse le choix, bien évidemment, et les 20 premiers points sont donc plus réservés à la formation. Alors ça dépend de l'année de naissance en réalité. On va rentrer maintenant plutôt dans le détail, enfin ce qui nous intéresse aujourd'hui, le risque bruit. Alors, première chose, il va falloir identifier le risque bruit. Pour ça, il va falloir plusieurs choses. La première, connaître le niveau d'exposition moyen sur 8 heures du salarié. C'est une notion qui est exprimée, une mesure qui est exprimée en décibels pondérés A. On entend aussi souvent parler, enfin un terme plus technique qui est le lex 8 heures. En fait, c'est la moyenne d'exposition d'un salarié sur 8 heures de travail. Il va falloir connaître un deuxième élément, l'exposition à des crêtes de pression acoustique du salarié, ce qu'on peut également appeler un bruit impulsionnel. Et là, ça va être exprimé en décibels pondérés C. Alors, pour faire un petit peu de technique, la pondération A, en fait, correspond à la courbe de réponse à la sensibilité de l'oreille humaine en fonction des différentes fréquences à bas niveau. Et la pondération C va correspondre à cette même courbe, ça veut dire la sensibilité de l'oreille humaine aux différentes fréquences, grave, médium, aigu, à haut niveau de bruit. Et donc cette caractéristique, en fait, cette pondération existe sur les appareils de mesure. Donc on va sélectionner un dBA ou un dB pondéré C. La dépénibilité est donc définie par quoi? Par le niveau de bruit résiduel à l'oreille. Ça veut dire c'est le niveau de bruit réel qui arrive finalement au tympan. Ça veut dire également que si je mets un protecteur auditif, quel qu'il soit, c'est bien le bruit qui va être atténué par ce protecteur. Donc c'est pour ça qu'on parle de bruit résiduel. Alors les seuils. On a deux seuils, et ces deux seuils, ils sont à considérer individuellement. Ça veut dire que si l'un ou l'autre est atteint, il y a pénibilité. Le premier seuil, c'est sur une période de référence de 8 heures, donc on est bien sur un lex 8 heures, c'est un seuil d'au moins 81 décibels. Ça veut dire dès qu'un salarié est à au moins 81 décibels pondéré A, au moins 600 heures par an, il y a pénibilité. Et ou, si un salarié est soumis à des bruits impulsionnels supérieurs à 135 décibels, au moins 120 fois par an. Alors, petite notion, 80 décibels, allez, pour vous donner un élément de valeur que tout le monde connaît, c'est le bruit d'un moteur au ralenti, d'un moteur de véhicule, d'une voiture au ralenti. On est à peu près dans ces niveaux de bruit-là. 135 décibels, par contre, en crête, DBC, c'est pas courant. Ça va être un bruit de martelage à froid sur des très grosses machines, c'est un coup de feu, par exemple, et ça peut être une dépressurisation sur une vanne de sécurité. Enfin, c'est des éléments qui sont quand même relativement rares parce que c'est des crêtes quand même très très importantes. Si je prends un exemple pour un salarié qui va travailler en moyenne 220 jours par an, 600 heures au bruit par an, c'est 2h40 par jour d'exposition à 80 décibels. Donc ça va relativement vite finalement. Et pour la mesure, on va dire sur le bruit impulsionnel, qu'on appelle les crêtes, eh bien, il suffit qu'un salarié soit soumis à une seule crête tous les 2 jours pour qu'il soit dans le seuil de pénibilité. Alors, on a une difficulté, c'est autant le premier élément, savoir mesurer un niveau de bruit moyen sur 8 heures, on sait faire, c'est assez facile. Par contre, sur un risque impulsionnel, donc un bruit en fait de crête qui va être par nature presque pas forcément, c'est pas quelque chose qui peut être, comment je pourrais m'exprimer, c'est pas quelque chose qui va être habituel souvent, voilà. Ça peut être des chocs, ça peut être, bon, et là c'est plutôt difficile quand même à la fois à prévoir, à anticiper et à mesurer, c'est plus compliqué, hein. Alors maintenant je vais vous donner quelques exemples pour bien comprendre. J'ai Pierre qui est technicien de maintenance. Il suffit qu'il passe 8 heures par jour dans un atelier à 80 décibels, il est en pénibilité. Bon, là, c'est facile. J'ai Marie qui est responsable qualité. Marie, elle passe 1 heure le matin dans les ateliers à 87 décibels. Et puis, elle va passer 1 heure également l'après-midi pour contrôler un certain nombre de choses dans ce même atelier. Ce qui fait que 6 heures par jour, elle est dans son bureau, au calme.
Et bien pour Marie, il y a seuil de pénibilité, puisqu'on va dépasser ce seuil de dosimétrie, cette exposimétrie. Autre exemple, j'ai Maxime, qui est cadre de production. Lui, il passe 30 minutes le matin, il fait le tour de ses ateliers à 90 décibels, et il passe également 30 minutes en fin de soirée avant de partir. 1 heure par jour dans son atelier, tout le reste du temps, il est dans les locaux, eux, qui sont parfaitement insonorisés, et où il n'y a pas de risque bruit. Cette personne, très souvent, elle ne porte aucune protection auditive. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise que très partiellement au bruit. Et très souvent, on l'oublie d'ailleurs dans les mesures. Il n'y a pas forcément d'exposimétrie qui sont faites pour des personnes qui sont de passage, entre guillemets. Eh bien, dans l'exemple que j'ai donné, il y a un seuil de pénibilité atteint. On est bien sur un seuil au-delà de 80 décibels en moyenne d'exposition. Quelqu'un qui, par exemple, va marteler des pièces métalliques à froid, alors, par exemple avec une machine, il suffit de 3 martelages dans une semaine pour que ce soit suffisant, largement d'ailleurs. Même chose pour quelqu'un qui utiliserait des explosifs ou des personnes qui utiliseraient des systèmes, on peut avoir des systèmes de décompression par exemple, qui peuvent émettre des niveaux de bruit très importants. Voilà. Alors là, c'est plus compliqué, finalement, c'est vrai, à déterminer, mais le risque, il est réel. Alors pour résumer, pour le risque bruit, ce qui va déterminer s'il y a pénibilité, alors en dehors d'un référentiel de groupe, parce que vous savez que il peut y avoir un référentiel de groupe qui est signé pour une profession ou pour une branche, et à ce compte-là, peu importe les niveaux de bruit en réalité dans les lieux où se situent les personnes, c'est le référentiel qui décide en fait, qui va prendre le dessus. Et là, on se préoccupe plus finalement d'une mesure réelle, individuelle. Alors, en dehors donc bien, c'est un référentiel de groupe. Alors, je sais qu'ils sont assez rares finalement. La chose qui va déterminer la pénibilité, c'est le niveau résiduel de bruit à l'oreille. C'est bien ce niveau-là. Alors, puisqu'on parle de mesure de bruit, c'est à l'employeur de mesurer d'une façon régulière, de mesurer le risque de façon régulière. Alors sur les textes, en termes de législation française, et même européenne d'ailleurs, le bruit doit être mesuré au moins tous les 5 ans. Ça veut dire qu'une cartographie, c'est-à-dire un état sonore des locaux, doit être effectué tous les 5 ans. D'une façon beaucoup plus récurrente du moment qu'il y a une modification importante. Exemple, vous démontez un faux plafond dans un atelier, ce faux plafond avait une certaine hauteur, avait un certain pouvoir amortissant. Le fait de le démonter va modifier bien évidemment les expositions sonores. Vous augmentez un rythme de machine, admettons vous faites de l'embouteillage, vous doublez votre rythme, le niveau de bruit va devenir beaucoup plus intense, c'est logique. Vous changez de système de machine, là aussi, il faut à nouveau réévaluer le risque et refaire des mesures. Donc c'est quelque chose qui doit être fait régulièrement, qui doit être tracé, bien évidemment. Il y a des métiers où c'est plus compliqué. Je pense par exemple aux travaux publics, au TP ou BTP d'une façon générale. C'est souvent des chantiers à l'extérieur. Donc là, il y a ce qu'on appelle une base de la SUVA qui existe, qui est peut-être la plus précise, où on parle de métier, c'est-à-dire par corps de métier, on va donner une exposition moyenne. Alors, c'est pas l'idéal, mais assez compliqué sur le terrain, de faire une exposimétrie pour chaque personne et chaque catégorie de personnes, vous imaginez, pour chaque chantier, parce que par définition, un chantier, son environnement va être complètement différent, donc c'est assez complexe. Bon, en dehors de ces métiers finalement plus extérieurs, eh bien, c'est assez facile finalement de faire une exposimétrie précise. Alors les risques en cas de mauvaise gestion. Alors le premier risque, il est d'abord pour la personne qui est exposée. Et pour lui, c'est la surdité. Et pas que. En cas de dossier mal géré, l'employeur, lui, alors il a un risque social, bien évidemment, c'est le premier des risques, et en même temps, il devra dédommager son salarié. Donc il y a un coût.
Aujourd'hui, le coût moyen d'une surdité professionnelle pour une entreprise de plus de 200 salariés, alors les derniers chiffres officiels qui datent à peu près de 2004 faisaient à peu près de 100 000 euros. C'est les éléments qu'on trouve à peu près partout. Aujourd'hui, on estime que c'est plus proche des 120 000 euros. Et si le salarié prouve que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre, il peut avoir des majorations de ce dossier. Aujourd'hui, on voit des dossiers de surdité professionnelle qui dépassent allègrement les 300 000 euros, pour certains qui dépassent les 450 000 euros. Donc ça devient aussi un risque financier pour l'entreprise qui devient lourd. Alors je mets de côté l'aspect humain, parce que le premier aspect, il est celui-ci. C'est une personne qui perd son audition. Et là, il y a un coût aussi, bien évidemment. Il y a déjà la souffrance humaine. Et après, bien évidemment, vous avez un coût sociétal, puisque c'est toute la société aussi, quelque part, qui doit apporter son soutien, quoi. Alors, ce qui fait que les pouvoirs publics, aujourd'hui, sont de plus en plus attentifs et que les normes évoluent. Elles changeront bientôt, d'ailleurs. Elles sont de plus en plus renforcées, parce que la réalité, c'est qu'il y a un impact également sur la santé qui va plus loin que la surdité. L'exposition régulière à des niveaux de bruit élevés, en réalité, influe votre rythme cardiovasculaire, votre respiration, votre tension artérielle. Ça crée des ulcères, perte d'appétit, tremblements. Vous avez également la perte du sommeil. Enfin, génère un certain nombre de problématiques sur la santé qui sont de plus en plus importantes et surtout qui sont de mieux en mieux déterminées aujourd'hui. On sait que la cause vient du bruit. Donc, il y a une action des pouvoirs publics qui ne fait que renforcer, on va dire, les mesures contre le bruit. Alors, l'organisme qui gère, l'organisme qui contrôle et l'organisme qui, s'il y a des litiges demain, les gérera également, sont les CARSAT. Alors, c'est l'organisme contrôleur. Alors moi, j'ai pu les rencontrer de nombreuses fois. Avant la mise en place d'ailleurs du dossier pénibilité, j'ai pu discuter avec beaucoup de centres de CARSAT différentes. Alors c'était à l'époque où ils recrutaient en fait les contrôleurs, hein, les personnes qui aujourd'hui normalement devraient être opérationnelles et leur rôle, c'est de contrôler l'effectivité de l'exposition, c'est-à-dire est-ce qu'il y a risque ou pas au sein de l'entreprise. C'est de vérifier l'ampleur de l'exposition. La bonne tenue d'un dossier bruit aujourd'hui, ça implique qu'il faut respecter la législation qui est complexe. Il y a de nombreuses normes. Il y a le code du travail, il y a un certain nombre de lois qui existent. Et aujourd'hui, il faut vraiment être expert si on veut gérer ça de façon très, très efficace. Alors pour résumer, un dossier bruit qui sera bien géré, à la base pour la sécurité des personnes, on va dire va limiter le nombre de maladies professionnelles, et en même temps, en réalité, si on fait ce qu'il faut, ça va répondre complètement aux exigences de la pénibilité. C'est-à-dire d'une façon globale, même si ce ne sont pas les mêmes personnes qui gèrent souvent dans les entreprises la pénibilité ou le risque, le sens est commun quelque part, et un dossier bruit qui sera bien géré, avec une certaine traçabilité, on va dire, ça va permettre à l'entreprise d'être complètement carré également pour ce qui est de la pénibilité. Alors, répondre aux nouvelles exigences. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour bien gérer un dossier bruit et pour limiter tout risque, à la fois pour le salarié, bien évidemment, en premier, et ensuite, également se protéger quelque part juridiquement d'éventuelles problématiques. Alors, la première des choses, pour limiter le risque, du moment qu'on fait tout ce qu'il fallait au niveau du collectif, c'est-à-dire qu'avant de mettre des protections auditives à des salariés, je dois limiter le bruit à la source. Alors dans certains cas, c'est possible, on peut encoffrer des machines, on peut modifier la structure d'un bâtiment, et dans certains cas, économiquement, c'est impossible. Très souvent, si on intègre des mesures de protection contre le bruit dans un bâtiment, ça coûte, après coup, ça coûte plus cher que de refabriquer un nouveau bâtiment. Donc souvent, c'est pas forcément possible, parce que économiquement, c'est pas viable. Et puis, pour certains cas, vous prenez un marteau-piqueur, aujourd'hui, technologiquement, on ne sait pas faire un marteau-piqueur qui ne fait pas de bruit. Et on ne peut pas l'encoffrer. Donc, il y a aussi des notions technologiques qui font que, dans de nombreux cas, malheureusement, on est obligé de mettre en place des protecteurs auditifs. Alors, mettre en place ces protecteurs auditifs, c'est une chose. Maintenant,
ces protecteurs, il faut qu'ils soient portés 100% du temps d'exposition. Parce qu'il suffit de retirer une protection quelques minutes pour qu'elle perde une grosse partie de son efficacité. C'est pour ça qu'on parle de port à 100%. 100% du temps d'exposition. Quelqu'un qui est exposé à un risque bruit 8 heures dans la journée, eh bien, il doit conserver ses protections 8 heures dans la journée. Premier élément. Deuxième élément qui est important, c'est qu'il existe des écarts entre l'atténuation laboratoire et l'atténuation réelle des protecteurs quand ils sont portés. Alors ça, c'est assez peu connu du grand public, mais c'est une réalité. Une protection auditive, en réalité, est normalement, quand elle est sur le marché européen, est normée. C'est la norme N352. Cette norme-là détermine ce qu'on appelle une atténuation moyenne, qui est un SNR. SNR. Ce SNR, en fait, est calculé sur la moyenne des moyennes par bande d'octaves, c'est-à-dire sur différentes fréquences, sur une moyenne de 16 personnes. Et donc, du coup, on détermine une atténuation, c'est-à-dire un niveau d'efficacité, de réduction du bruit, non pas sur une personne, mais sur un ensemble, sur un groupe, en fait. Et donc, on fait une moyenne des moyennes. Donc, en réalité, ce fameux SNR, qu'on voit indiqué sur les boîtes et les emballages des protections auditives, n'est qu'une indication, qui permet de comparer les protecteurs entre eux. Mais en aucun cas, il s'agit d'atténuation réelle. Et entre cette mesure de laboratoire, qui est faite dans des conditions idéales, et une fois que les protecteurs sont portés, il y a un écart, et si je puis dire même, un grand écart. Alors il y a une étude qui est très connue, qui a été menée par l'INCUSID, l'INRS de Nancy. Alors ce monsieur aujourd'hui est en retraite. Il a compilé l'ensemble des études qui existaient d'une façon, au niveau mondial. Alors il y en a d'autres également qui sont publiées régulièrement. Et cette étude, elle dit quoi? Elle dit qu'il y a des écarts très importants qui existent entre les technologies de protection auditive et leur niveau d'atténuation réel sur le terrain. Par exemple, pour un bouchon jetable, cet écart peut être de 22 décibels. Ça veut dire que dans certains cas, par exemple, il peut faire 30 décibels d'atténuation, et dans d'autres, 30 moins 22, c'est l'écart, uniquement 8. Autant dire que si le salarié a ses protections, le bruit résiduel à l'oreille, eh bien, le salarié pourrait dire, oui, mais si pour moi, l'écart là, il arrive à moi, en fait, j'ai un protecteur, moi, qui n'est pas du tout conforme par rapport au SNR, je ne suis plus du tout dans les seuils de la pénibilité. Problème. Et ces écarts existent, ils sont réels, et la seule façon de pouvoir les mesurer, c'est de faire un test protecteur auditif mis en place sur le salarié et de le mesurer avec un appareillage. C'est la seule façon. Sinon, on est dans une approximation en réalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer si l'efficacité de la protection auditive n'est pas conforme? Si effectivement, à cause de cet écart qui est connu, la personne n'est pas assez protégée. Eh bien, le premier élément, déjà, pour elle, c'est pas bien. Il y a une forte augmentation déjà de risque de survenance d'une surdité. Et le deuxième point, c'est qu'on n'a plus de garantie que le niveau de bruit résiduel à l'oreille est inférieur au seuil de la pénibilité. Et là, c'est une porte ouverte quelque part, parce que juridiquement, un salarié peut très bien dire, prouvez-moi que le protecteur que vous avez mis à ma disposition atténuait bien par rapport au niveau de bruit dans lequel je suis, et que je suis bien en deçà du seuil de pénibilité. Donc aujourd'hui, on n'a pas de remontée là-dessus. Mais ce risque-là, il est latent néanmoins. Parce que ces études internationales, elles commencent à être connues, bien évidemment. En réalité, dans l'idéal, il faut tester l'efficacité des protecteurs à leur réception, avec des systèmes de mesure qui ont été validés par exemple par l'INRS. Il y en a quelques-uns sur le marché. Un système Earfit qui a été fabriqué par 3M, un système Kappa par Uniprotect. J'espère qu'il y en aura d'autres sur le marché et que ça permettra de laisser le choix et surtout de faire en sorte que ces systèmes de mesure soient beaucoup plus fréquents. En Allemagne, le choix a été fait, c'est le législateur qui l'a imposé. En Allemagne, alors de mémoire, je ne sais plus si c'est dans les 3 mois ou les 6 mois qui suivent la réception des protections auditives par le salarié, il y a une obligation de test qui est faite. Alors pour l'instant, les Allemands l'appliquent uniquement sur le territoire, la Belgique commence à s'y intéresser, le Luxembourg également, et ça devient des choses qui deviennent vraiment de plus en plus courantes.
En réalité, l'attestation de conformité EN 352, donc ce fameux SNR quelque part, ne suffit pas à prouver l'efficacité en conditions réelles d'utilisation d'un protecteur individuel contre le bruit, et encore moins, finalement, de prouver le bruit résiduel à l'oreille. Donc ça, c'est une réalité, elle est scientifique. S'il y a des écarts entre protecteurs portés et les réalités et les mesures en laboratoire, c'est purement technologique. En réalité, c'est que c'est très compliqué de faire un protecteur qui est extrêmement efficace. Mais il ne faut pas se cacher derrière une norme, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que ces écarts, ils existent, ils sont réels. Et maintenant, c'est comment on fait pour pouvoir avancer, quoi. Alors, une fois que j'ai un protecteur individuel qui, lui, est bien conforme et protège bien, en tout cas du moment que j'en ai la certitude. Et si j'en ai la trace, la preuve scientifique, par exemple avec un certificat d'efficacité individuelle, donc qui a été fait, donc mesure de la protection sur la personne, eh bien là, c'est le top, clairement. Et ça limite tout risque après juridique, puisque j'apporte la preuve que le bruit résiduel à l'oreille de mon salarié euh, est bien inférieur au seuil, puisque ce type de certificat va m'indiquer par exemple que la protection gauche de l'oreille gauche de Monsieur Dupont, c'est 22 décibels d'atténuation, et par exemple l'oreille droite, c'est 20 décibels. À partir de là, il suffira de déduire tout simplement la cartographie, c'est-à-dire la cartographie bruit. Si on sait que cette personne, par exemple, est à 95 décibels d'exposition au bruit, 95 si j'ai 20% d'atténuation réelle de mon protecteur, 95 moins 20, j'arrive à 75 décibels de résiduel. Et dans ce cas-là, eh bien, j'ai une preuve scientifique tangible de l'efficacité réelle de mon protecteur. Donc là, il n'y a plus de litige possible. Alors tout ça c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre à disposition des salariés des protecteurs qui sont confortables. Si c'est pas confortable, il y aura un rejet par les personnes qui les portent. Simple d'utilisation, pareil. Si c'est une usine à gaz, les gens ne voudront pas les utiliser. Et très important également, qu'ils s'adaptent à toutes les contraintes métiers ou aux contraintes personnelles. Compatibilité avec d'autres équipements de protection individuelle. Exemple, vous avez un casque de chantier, c'est pas forcément compatible avec toutes les protections auditives. Vous avez besoin de discrétion. Vous êtes maître nageur et vous êtes soumis au bruit parce qu'il y a énormément de bruit dans les piscines municipales. Si vous avez quelque chose qui est très visible, qui est trop gros, ou un casque, les gens ne les porteront pas. Il faudra quelque chose pour eux de très discret. Même chose pour les forces de l'ordre, par exemple. Compatibilité avec des solvants. Vous travaillez dans le domaine de la peinture, la protection auditive ne devra surtout pas être en silicone, par exemple, parce qu'il y a une interaction chimique. Besoin de communication. Vos salariés sont obligés de communiquer dans le bruit ou de donner des instructions claires et précises à haute voix, mais on est dans un niveau de bruit à 90 décibels, là il va falloir adapter des technologies pour faire en sorte qu'à la fois le protecteur puisse protéger la personne, mais qu'elle puisse également communiquer. Pertes auditives, c'est tout à fait évident que celui qui a déjà des pertes auditives, on ne va pas l'équiper, on ne va pas le protéger de la même manière. Sinon, on va le mettre dans le monde du silence, etc. etc. C'est d'abord du bon sens, mais en tout cas, ces éléments-là, il faut vraiment pouvoir les détecter. C'est un dialogue et c'est quasiment individuel. Ça veut dire que pour chaque personne, il va falloir regarder quelles sont ses contraintes réelles sur le terrain. Choisir la bonne atténuation. Alors ça, c'est très important. Vous allez me dire, il y aurait une idée qui peut paraître bonne. Eh bien, mon protecteur auditif, comme je sais, je vous l'avais expliqué il y a quelques instants, qu'il n'est pas forcément efficace, je vais peut-être avoir du coup intérêt à surprotéger la personne. C'est-à-dire que la personne a besoin d'une atténuation de 20 décibels, bien comme je sais que c'est pas très efficace, je vais plutôt lui mettre un 30, voire un 35. Et bien ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que si le protecteur il marche bien et qu'il est efficace, la personne elle va être en surprotection. Et ça, c'est pas bien parce qu'on a une norme, la norme EN 458, qui dit que je dois ramener le niveau de bruit résiduel à l'oreille dans un niveau dit satisfaisant. Ce niveau, c'est entre 70 et 75 décibels. C'est acceptable entre 75 et 79, et ça va être acceptable aussi entre 66 et 70 décibels. Et je vais utiliser d'ailleurs cette variation, cette possibilité, pour m'adapter aux personnes. Exemple, quelqu'un qui a une surdité, déjà, je vais plutôt moins l'isoler
pour qu'il puisse mieux entendre. Donc je vais le mettre plutôt dans la zone, par exemple, bruit résiduel oreille à 78 décibels. Une personne au contraire qui a été habituée à porter des protections très atténuatrices, je me rends compte que qu'il est en surisolation. Si je le passe tout de suite à un bruit résiduel à l'oreille à 75 décibels, il ne va pas apprécier. Il va penser qu'il est plus assez protégé. Donc là, je vais plutôt le mettre, par exemple, à un bruit résiduel à 66 décibels. En aucun cas, bien évidemment, si je suis au-delà de 80 décibels, je ne protège plus. Mais si j'ai un bruit résiduel à l'oreille inférieur à 65 décibels, il y a protection excessive. La protection excessive, on estime aujourd'hui que c'est 20% de risque d'accident en plus. C'est facile à comprendre. Si je vous retire un sens qui est essentiel, il y a la vue, il y a l'ouïe. Si je vous retire l'ouïe, vous êtes en risque de danger. Le chariot élévateur qui arrive derrière vous, si vous êtes en protection excessive, vous allez l'entendre quand il sera à 3 mètres de vous. Le temps de votre réflexe, c'est trop tard. L'accident, il existe, il est réel. Si la protection est adaptée, je suis dans la zone satisfaisante, eh bien, ce même chariot, vous allez l'entendre à 8 mètres. Et là, je peux anticiper mes mouvements. Donc, c'est très important. Donc, ne surisolez pas les personnes sous prétexte que mon protecteur n'est pas forcément efficace. C'est une mauvaise idée parce que dans le lot, vous aurez des protections quand même efficaces. Et là, je vais mettre des gens en surprotection. Et là, on ne respecte plus cette norme qui est quand même très importante. Pour finir, élément important, former le personnel. Très souvent sur des dossiers, le juge met en avant un manque de formation. Et puis bien évidemment, tous les éléments, je les trace. Je trace toutes mes actions, les sensibilisations, les formations, les cartographies, les mesures de bruit, les mesures collectives qui ont pu être mises en place. S'il y a des certificats ou des éléments de preuve, je les archive. Et bien effectivement, je monte un dossier quelque part où j'archive un maximum d'éléments pour prouver que j'ai mis en place toutes les actions nécessaires. Pour finir et pour résumer, il suffit de quelques notions finalement assez simples à mettre en œuvre, et en même temps, je vais à la fois bien gérer mon dossier bruit, limiter le risque pour les salariés et pour l'entreprise, et en même temps, je vais répondre aux problématiques de pénibilité sur le bruit. La première chose que je dois faire, c'est sélectionner du moment que j'ai des niveaux de bruit trop importants, malgré mes mesures collectives contre le bruit. J'équipe mes salariés de protecteurs auditifs qui doivent être normés EN 352. Et c'est à l'acheteur de vérifier qu'il est bien normé et que les certifications sont bien à jour. Parce que sur le marché, vous avez un peu de tout malheureusement. Il doit sélectionner un protecteur, un niveau d'atténuation ou un filtre qui répond à la norme EN 458 qu'on vient de voir. Il doit sensibiliser et former au bruit son personnel. Il doit suivre et adapter ses équipements, donc les équipements de protection contre le bruit, aux contraintes du salarié, et les faire évoluer en même temps que les contraintes du salarié. Il doit mettre en œuvre tous les moyens d'hygiène et de contrôle nécessaires à ces équipements. Dans l'idéal, il teste l'efficacité de son protecteur auditif et il édite une preuve de conformité ou un certificat d'efficacité. Alors, même si en France, ce n'est pas une obligation, ça l'est en Allemagne. Et là, c'est une preuve scientifique, voilà, qui ne peut pas être mise en cause. Et enfin, je gère la traçabilité de tous ces éléments. Voilà. Nous avons fini et on vous laisse la parole pour des questions. Ok, donc merci Philippe. Moi j'avais déjà une question en fait par rapport à ce que tu as annoncé tout à l'heure au niveau des normes et de l'évolution des normes. Tu as parlé des évolutions qui auraient lieu l'année prochaine. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Alors effectivement, il y a une modification assez importante. Il y a une nouvelle norme qui va rentrer en action en Europe en 2018. Et les équipements de protection individuelle contre le bruit vont passer en ce qu'on appelle en EPI, en équipement de protection individuelle de catégorie 3. Ça veut dire considéré comme risque lourd ou mortel. Donc là, c'est une vraie prise de conscience des pouvoirs publics que ce risque n'est pas mineur, qu'il est bien majeur. Et donc, il y a un renforcement finalement du cadre qui est de plus en plus lourd. Alors, pour les entreprises, assez peu de mise en œuvre. Il y a quelques renforts sur la formation, il y a un certain nombre de choses. C'est plutôt les fabricants
qui vont être obligés d'avoir un process de fabrication beaucoup plus normé qu'aujourd'hui.